comme une évidence, le podcast des gens qui changent de vie, ou peut-être des gens qui adaptent leur vie à leur envie. Découvrez ici les témoignages de personnalités dont l'activité est publique et à laquelle vous pourrez accéder facilement via les liens mis à disposition dans chaque épisode. Leurs témoignages introspectifs sont aussi des occasions de partager des aspects pratiques et documentés de leurs expériences. Quelle formation a-t-il suivi ? Comment s'est-elle rémunérée ? Comment a-t-il concilié vie perso et transition professionnelle ? Vous entendrez, j'en suis certaine, des parcours inspirants pour peut-être vous aussi, un jour, adapter votre vie à votre envie. Dans cet épisode, j'aimerais vous faire découvrir le parcours de Marie Mordac. Aujourd'hui facialiste, hier styliste. Avec Marie, nous nous sommes retrouvés dans la salle de massage enveloppante et chaleureuse qu'elle loue à Paris. Là, assise sur le banc, nous avons parlé de ses précédentes transitions professionnelles, prémisse de son envie d'être en phase avec ses valeurs, de comment son nouveau projet lui est soudain apparu une évidence. Un témoignage personnel et aussi pragmatique pour partager son expérience de la façon la plus précise, mais aussi la plus utile. Ah oui, si vous tendez l'oreille, vous pourrez entendre les énergies positives traverser notre entretien. La vie continue, égale à elle-même. Danse. Bonjour Marie. Bonjour. Bienvenue. Donc ici c'est le studio Bloom, qui est un lieu de méditation et de yoga, dans lequel j'occupe la salle en fait de massage. C'est là que je reçois mes clientes qui se font chouchouter. Ah, on a très envie de s'installer. Il y a tout ce qu'il faut, c'est parfait. Exactement. Bon, on s'installe pour l'interview. Assieds-toi où tu veux. Comment on fait ? Tu peux te mettre Toi, là. tu es plus à l'aise où ? Moi, c'est mon C'est ta siège. place. Eh oui, évidemment. Alors, je vais me mettre là. Ouais, voilà, très bien. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais comme métier au moment où tu as changé de vie ? Alors moi, il faut savoir que j'ai fait énormément de choses différentes. J'ai vu, J'ai commencé en tant que styliste. J'ai fait plein de choses en stylisme, sauf de la création de vêtements. C'est-à-dire que j'ai fait styliste photo, j'ai fait du relooking, j'ai fait styliste pour des maisons de disques et des labels pour les clips, etc. Et j'ai eu ma marque de vêtements. Pardon, je me permets de t'interrompre parce que pour les personnes qui ne savent pas exactement ce que c'est le stylisme, Oui. C'est quoi le point commun, puisque tu dis que tu as fait du stylisme, entre tous ces métiers que tu as ? En fait, c'est le choix de vêtements, c'est le choix de look pour un artiste et la création de vêtements quand j'ai eu ma marque. Donc, il y a de toute façon un point commun, c'est la création d'un style en fait pour une personne ou pour une marque. Voilà. Donc c'était ça que je faisais. Et en parallèle, quand j'avais ma marque de vêtements, c'était une création d'entreprise, donc j'avais du mal à me rémunérer comme beaucoup. Et donc j'ai toujours plus ou moins fait mannequin cabine à côté, à mi-temps. Donc j'ai essayé des vêtements, j'ai travaillé longtemps pour Etam et ça me permettait d'un côté de gagner correctement ma vie, de pouvoir m'acheter une maison, faire mes enfants, etc. Et de l'autre, de pouvoir faire ma passion, en fait. Voilà. Qui est, à l'époque, j'espérais faire fructifier, quoi. Donc, voilà. Quel était le nom de ta société ? Ça s'appelait Holly June. Et c'était une marque qui faisait principalement des pulls et de la maille. Et donc, j'ai dû arrêter. J'avais une associée. On a dû arrêter parce qu'on a eu un souci de production. Un fournisseur, notre fournisseur principal qui nous a livré 3 mois en retard, qui nous a planté toute notre saison, en fait. Et donc, on a eu du mal à se redresser après ça. Et on s'est dit... Alors, on ne perdait pas vraiment de sous, mais on ne se payait pas, on galérait un peu, etc. Donc, du coup, au bout de 5 ans, on s'est dit qu'on allait arrêter et soit faire autre chose, soit relancer la machine ailleurs. Mais il fallait qu'on passe à autre chose, quoi.
Et puis, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, donc c'était beaucoup plus dur de se faire connaître. Il fallait faire les salons, il fallait faire plein de choses. C'était en quelle année? Nous, on a fait ça en 2006, et sur 5 ans. Voilà. Et donc, en parallèle, j'étais mannequin cabine pour gagner des sous. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais plus ma marque. Et mon travail alimentaire n'était plus un travail alimentaire, mais un travail tout court. Et donc, je me suis dit que c'était pas possible parce que c'était absolument pas passionnant comme boulot. C'est pas ça que tu voulais. Pas du tout. Et du coup, j'ai cherché parce que j'avais pas vraiment l'idée de ce que je voulais faire. J'ai cherché, j'ai tâtonné, j'ai essayé des choses. Pendant un moment, avec une autre amie, on s'était dit qu'on allait peut-être ouvrir un petit café. On s'était renseigné là-dessus. Enfin, je tâtonnais un petit peu à droite à gauche comme ça. Et j'ai d'un seul coup eu un déclic, en fait, que j'adorais pour moi-même tout ce qui était cosmétique, tout ce qui était massage, tout ce qui était automassage. C'est vraiment quelque chose qui m'intéressait, mais en tant que... Enfin, comme un hobby, en fait, pour moi-même. Et j'avais jamais eu le déclic que ça pouvait être un métier, en fait. Pas du tout. Ça m'avait même pas traversé l'esprit, en fait. Et d'un seul coup, je suis tombée sur une vidéo, je crois, un jour, il y a peut-être... Je crois que c'était pendant le Covid. Où je voyais une maquilleuse assez connue, anglaise, qui prônait l'automassage, qui prônait le fait de se masser absolument tous les jours pour se faire du bien, pour se détendre et pour garder un visage détendu et retarder, si on veut, les signes du temps. Voilà. Donc, ça m'a intéressée, j'ai commencé sur moi et puis je trouvais ça vraiment passionnant. J'ai commencé à faire des recherches là-dessus. Et un jour, j'ai une amie avec qui je travaillais chez Etam, qui était chef de projet là-bas, chef de produit, pardon, qui m'a dit écoute, moi aussi, ça m'intéresse énormément. Et figure-toi que j'ai rencontré la directrice d'une école qui s'appelle l'Académie des facialistes. Et en fait, je ne savais même pas que ça existait. Et là, c'est devenu une évidence. Je me suis dit, ah, mais en fait, c'est un vrai métier. Donc, on a le droit de faire ça et de gagner sa vie comme ça. Donc là, révélation, quoi. C'est fou. Ouais, révélation. Et en fait, on l'a fait toutes les deux. Du coup, j'ai demandé une rupture conventionnelle pour lancer mon projet. Qui a été accepté et ça s'est très bien passé avec Etam. Ouais. Et donc, je me suis lancée là-dedans, dans l'aventure. J'ai été inscrite à Pôle emploi. J'ai commencé ma formation. Donc, en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, tu fais ta rupture conventionnelle. Donc, tu touches le chômage, ce qui te permet de... J'ai touché le chômage, voilà. Exactement. Et ensuite, tu commences une formation à l'Académie des facialistes. Oui. Alors, en fait, il y a 2 choses qui m'ont permis de faire tout ça. C'est d'abord la rupture conventionnelle, puisque ça faisait quand même un paquet de temps que je travaillais chez Etam. Donc, j'ai eu une somme rondelette quand je suis partie. Et ce qui m'a permis de payer la formation, puisque l'Académie des facialistes, c'est une formation payante et pas du tout prise en charge. J'étais assez agréablement surprise, en fait, de voir que on pouvait discuter et être entendue et être comprise. Quand on veut changer de voie, c'était vraiment pas mal. C'était aidant, vraiment. Donc voilà. Oui, parce que c'est un moment qui n'est pas facile. Non, et puis en fait, on est déjà nous-mêmes dans un moment où on voit qu'on a vraiment envie de faire ça, mais on a quand même un petit doute, parce que déjà, personne ne fait ça autour de nous. C'est un métier qui est complètement nouveau en France. D'ailleurs, la plupart du temps, quand je dis que je suis facialiste, il y a énormément de gens qui ne savent absolument pas ce que c'est. Donc j'explique à chaque fois exactement, avec d'autres termes, mais le mot facialiste, c'est un anglicisme un peu transformé, on a mis un « e » à la fin du mot anglais. Et c'est vrai que c'est un métier qui est très connu en Asie et aux États-Unis, et où ça existe depuis des années, voire des décennies. Et en Asie, j'en parle même pas, ça s'appelle pas facialiste, mais c'est un métier qui existe depuis des siècles même, depuis le 15e siècle, quoi. Donc nous, c'est vraiment tout neuf en France, qu'on masse le visage, et uniquement le visage, le décolleté,
C'est vraiment tout neuf, tout nouveau. Et tu commences donc cette formation. On est en quelle année à ce moment-là? Alors, j'ai commencé en 2021. Ouais, Oui. c'est assez récent. Oui. Et la formation a duré combien de temps? 1 an. Alors, oui, un peu plus d'1 an parce qu'en fait, elle est censée se dérouler sur une année. Mais j'ai fait le choix de faire le CAP esthétique en même temps, ce qui était sport, très, très sport. J'ai acquis beaucoup de respect pour les esthéticiennes parce que le CAP esthétique, c'était vraiment beaucoup plus difficile que je l'imaginais. Franchement, il y avait des moments, j'avais l'impression de faire médecine, quoi. Il y a des trucs de biologie, enfin, c'est beaucoup plus dur que je pensais. Et très intéressant au final. J'ai appris beaucoup de choses. Donc au final, je faisais le CAP esthétique pour avoir un diplôme validé par l'État, enfin reconnu par l'État. Et en France, on est obligé, c'est la loi, d'avoir un CAP esthétique pour avoir le droit d'appliquer des cosmétiques sur le visage des gens et de s'inscrire à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Donc je l'ai fait sans hésiter. Et en parallèle, j'ai fait donc l'Académie des facialistes, qui est un diplôme qui n'est pas reconnu par l'État, mais qui est la seule école de facialisme en France. Donc au final, les deux se complétaient parfaitement bien. Ça signifie qu'en 1 an et demi, tu te formes et à l'issue, il y a peut-être, c'est une partie très théorique, il y a des stages, comment ça se passe? Parce qu'au bout d'1 an et demi, c'est bon, tu es prête? Tu peux commencer à exercer ton activité? En fait, c'est un système de modules où tu apprends, déjà tu as une base théorique, tout le système tégumentaire, donc toute la peau, les muscles, le système sanguin, le système lymphatique, etc. Tu dois tout savoir, c'est ce qui est primordial pour faire ce métier. Et une fois que tu as vraiment intégré toutes ces connaissances-là, là tu peux passer à la pratique et donc tu commences les formations qui sont des modules de massage différents les uns des autres. Donc en fait, moi j'ai commencé par un massage Kobido. Non, je n'ai pas commencé par le Kobido. Je ne me rappelle plus dans quel ordre je les ai fait exactement. Mais j'ai fait un massage Kobido, un massage stretching, qui est spécialisé pour les rides, un massage relaxant, un massage détox c'est comme un drainage lymphatique. Donc tout ça, et le gua sha aussi, j'ai appris le gua sha. Et en fait, c'est des massages, tu fais un module, et une fois que tu as fait ce module d'apprentissage, tu dois t'entraîner pendant 25, 30, 40 heures pour bien maîtriser ce massage, avant de pouvoir le pratiquer sur une cliente, en fait. Et donc tu t'entraînes sur qui? Sur ton entourage? Des sur des heureuses copines qui se sont dévouées corps et âme. Hyper dur. Finalement, c'était pas si facile que ça parce que 30 heures de massage, il faut quand même les caser dans l'emploi du temps des copines. Elles sont très volontaires, mais pas toujours disponibles. Donc voilà. Et voilà. Donc sur 1 an, on fait finalement 4 gros modules, mais on passe son temps à s'entraîner. Pour avoir... en fait, il faut acquérir une main, il faut se muscler la main, il faut acquérir un geste qu'on n'a pas du tout au début. Et d'ailleurs, on voit vraiment la différence, même maintenant que j'ai encore plus de bouteilles, entre guillemets, dans le massage du visage. Je me rends compte que ma main s'est transformée, vraiment. J'ai acquis une espèce de dextérité que j'avais pas du tout avant, et c'est hyper intéressant. C'est presque comme les artistes, les sculpteurs, ou qui ont les mains qui se transforment. Moi, ça m'a vraiment fait cet effet-là. Tu te rends compte que tes mains sont tes outils. Et oui, exactement. C'est vraiment totalement un outil. D'ailleurs, parfois, j'ai un peu peur de les abîmer. J'ose plus couper avec une mandoline dans la cuisine. J'ai des trucs comme ça où maintenant, je suis devenue un peu phobique de certains outils de cuisine où j'ai trop peur de me blesser. Et c'est vraiment mes outils, exactement. Une fois ta formation terminée, tu te lances dans ton activité directement. J'ai commencé à me lancer avant d'avoir fini la formation. Parce que tu as eu ton CAP? Oui. Non, j'ai commencé avec des amis d'amis. Donc, je faisais un tarif très bas.
C'était à la fois pour continuer à me faire la main sur des vrais visages et à la fois pour commencer à gagner un petit peu de sous. Et dès que j'ai eu mon CAP, en fait, je me suis lancée immédiatement. Donc ça, c'était l'été dernier, quoi. C'était il n'y a pas très longtemps, hein. C'était pas l'été dernier, c'était au printemps dernier. Ouais, D'accord. ouais. Donc oui, ça fait moins d'1 an. Mm. Mais j'avais commencé un petit peu avant à travailler. Donc ça doit faire 1 an à peu près que je travaille. Ouais. Et donc tu commences au début et à ce moment-là, tu vas chez les gens? Ou bien tout de suite, tu as trouvé un local Dès que j'ai commencé, alors j'ai commencé chez moi déjà. Ouais. Je me suis rendu compte que c'était quand même, enfin, vu la disposition de ma maison, c'était quand même rapidement compliqué avec 3 enfants. Que la maison reste tout le temps rangée, Calme. calme, propre, voilà. Donc, calme, ça va, je les recevais quand il n'y avait pas d'enfants, mais bon, il y a toujours un jouet qui traîne, il y a toujours une paire de baskets qui traîne, et on est obligé d'être vigilant, et finalement, recevoir les gens dans son intimité, c'est pas forcément idéal. Donc, très rapidement, j'ai cherché un lieu, et j'ai eu beaucoup de chance. J'ai trouvé ici, C'est en vraiment premier, super comme endroit. et j'ai trouvé vraiment tout de suite, complètement par hasard. Je suis tombée là-dessus, j'ai envoyé un mail, elle m'a dit oui. Enfin, tout a glissé comme c'était magique. Non, mais vraiment, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Et dans la foulée, j'ai trouvé un autre lieu, puisqu'ici, je suis qu'une journée par semaine. J'ai trouvé un autre lieu qui est pas très loin, dans le 10e aussi, et très chouette aussi, très beau. Et donc, ça me permet de travailler 4 jours par semaine et d'être quand même relativement bien remplie. Comment tes proches ont réagi à cette décision? Alors très bien, dans l'ensemble. Déjà, il faut savoir que j'ai des proches qui sont habitués à ce que je change de vie. Ça aide. Donc ça les étonne pas trop quand je dis: «Bon, maintenant je vais faire ça». Ceci dit, ils ont bien vu que c'était la première fois que c'était une évidence. C'est-à-dire que j'ai toujours tâtonné, je me suis toujours dit: «Oh, j'ai ça comme projet, ça me plairait de faire ça». Mais c'est la première fois qu'ils voient, même mes enfants, tout le monde, enfin, d'un seul coup, tout le monde s'y mettait, tout le monde voulait participer, tout le monde voulait m'aider, tout le monde. J'ai senti une espèce d'émulation comme ça que j'avais pas ressentie dans mon milieu familial et amical avant, où tout le monde était hyper enthousiaste en fait. Et c'était bénéfique aussi pour moi parce qu'au final, d'être épaulée, d'être soutenue, ça change tout. Même épaulée financièrement, parce qu'il y a un moment où on doute aussi, est-ce qu'on va réussir à bien gagner sa vie, etc. Donc d'avoir un soutien même financier à côté, de savoir que si jamais on met plus de temps que prévu à ce que ça se développe, on sera quand même pas dans la mouise. La sécurité financière, elle est importante, hein, dans les parcours, Oui, forcément. oui, bien sûr. Oui, oui. Surtout quand on a une famille, Oui, parce etc. que mine de rien, on a quand même même en étant au chômage, on a une baisse de revenus par rapport à avant. Donc il faut parer à ça, hein. Il faut le prendre en compte quand on change de vie, quoi. Et justement, comment tu as fait coïncider ce changement de vie avec ta vie perso, familiale, en termes Bah, d'organisation, ça... C'était assez facile pour moi parce que j'avais déjà un emploi du temps assez décousu, en fait. Je travaillais avec des horaires très disparates quand j'étais mannequin cabine déjà. Donc c'était 2 heures par-ci, 3 heures par-là. C'était pas du tout quelque chose de fixe. Et en tant que créatrice d'entreprise, quand j'avais ma marque, etc., c'était pareil. J'avais des horaires j'adaptais mes horaires. J'ai toujours eu la chance de pouvoir adapter mes horaires à ma vie familiale et pas l'inverse. Et au final, la formation et l'entraînement ensuite sur les amis, etc., c'était pareil. Je pouvais gérer pour adapter mon emploi du temps. De toute façon, ça n'aurait pas pu être autrement. J'ai 3 enfants, donc je ne pouvais pas... même si je suis épaulée, mais il y a un moment donné, je ne peux pas...
tout laisser derrière et égoïstement me dire allez, il y a là, on se lance dans l'inconnu. Donc non, c'était quand même réfléchi. Je dis que c'était une évidence, que tout était génial, etc. Mais il y a quand même une grosse réflexion derrière qui a pris, qui avait commencé même avant que je me rende compte que je voulais être facialiste, puisque j'avais de toute façon décidé de faire autre chose, de retransformer ma vie, etc. avant de découvrir que c'était un métier. Donc j'avais déjà prévu, plus ou moins, de me réorganiser. Finalement, pourquoi tu as eu envie de changer? Honnêtement, principalement parce que la mode, le concept même de la consommation de vêtements à outrance me plaisait plus du tout. Une espèce de prise de conscience collective qui m'a touchée aussi, comme tout le monde, et peut-être plus que les autres parce que j'avais le nez dedans, en fait. Donc, c'est vrai que la plupart des gens se rendent compte de plus en plus de comment ça marche. Mais quand on y travaille, on voit aussi l'envers du décor et qu'il y a aussi beaucoup de greenwashing, il y a aussi beaucoup de... qui me déplaisait fortement. Et moi-même, ça fait des années et des années que je m'habille en seconde main. Et je trouvais que c'était totalement antinomique avec le fait de créer des vêtements neufs et de participer à cette entreprise-là. Donc ça, c'est la première raison, clairement. Et la deuxième raison, c'est que j'aimais vraiment ça, mais que j'avais pas compris que c'était un métier et que d'un seul coup, ce déclic a fait que mais bon sang, mais c'est bien sûr, mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit avant enfin. Voilà, c'était ça en fait, principalement. Et c'est drôle parce qu'on était deux avec ma copine à avoir ce déclic en même temps en disant mais c'est un métier, c'est un métier, ça existe pour de vrai. Donc là, c'était chouette. On va pouvoir vivre de ça. Ouais. En 2020, donc, le Covid frappe à la porte des frontières de l'Europe et bouleverse nos habitudes. À quel moment de ton histoire le Covid intervient? Avant. Enfin, pendant. Je pense que comme tout le monde, il y a une grosse prise de conscience. Je ne sais pas si c'est la crise de la quarantaine, je ne sais pas si c'est le Covid, ça c'était exactement en même temps. En fait, le confinement a commencé le lendemain de mes 40 ans. Ah. Donc, je ne sais pas lequel m'a le plus touchée. Mais effectivement, quand on est enfermé chez soi et que d'un seul coup on se rend compte qu'on n'a pas tellement envie de retourner travailler finalement, c'est pas si mal de ne pas y aller. Et du coup, comme tout le monde, je me suis dit... Alors, je ne me suis pas dit que c'est à ce moment-là qu'il fallait que je change. Je me suis dit que c'était le moment de enfin me prendre en main pour mettre en place l'idée que j'avais déjà eue, en fait. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Voilà. On a le temps pour le faire On a le temps pour réfléchir. Voilà, oui, exactement. Aujourd'hui, donc, tu as lancé ton activité depuis 1 an et demi, c'est ce qu'on se disait là tout à l'heure. Ça fonctionne plutôt bien, j'ai l'impression. En fait, il y a des hauts et des bas, comme tout le monde quand on est indépendant. C'est-à-dire qu'il faut lisser sur l'année, quoi. Il y a des mois où c'est plus calme et il y a des mois où ça fonctionne très bien. Donc, voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, oui, c'est une activité qui fonctionne. D'ailleurs, le bien-être, en règle générale, est un milieu qui est en expansion parce que les gens ont de plus en plus besoin de prendre soin d'eux. Donc, voilà. Est-ce que tu en as déjà pas mal parlé, mais là, est-ce que tu pourrais décrire ton activité en quelques mots? Oui, bien sûr. Facialiste, c'est une spécialiste, une experte en quelque sorte du visage. L'idée, c'est de retarder les signes du vieillissement et de mettre en valeur la beauté des femmes au moment où elles commencent à se sentir un petit peu moins désirables, peut-être en prenant de l'âge, et leur faire accepter les rides, la perte de volume au niveau des muscles, etc., en massant et avec des techniques non invasives, en fait, qui excluent les injections, bien que je sois absolument pas contre, mais c'est une autre méthode naturelle pour garder le plus longtemps possible un visage harmonieux qu'on a envie de garder, quoi.
Et donc, ça travaille les muscles, ça travaille la peau, ça travaille le système lymphatique. Il y a du drainage, c'est sculptant, c'est liftant. Tout ça, c'est vraiment des techniques qui permettent de conserver le plus longtemps possible une jeunesse naturelle, en fait. Voilà. Ou pas. Il y a des femmes qui viennent et qui ne sont pas du tout dans le « je veux absolument rester jeune », mais qui ont envie de s'accepter et de se sentir bien avec leurs années qui arrivent, les années qui passent. Donc c'est ça ma prise en charge. Se sentir bien dans sa peau. Exactement. Si j'ose. Mais c'est exactement ça. Il n'y a pas d'autre mot. Cette expression est faite pour ce métier. Être bien dans sa peau. Selon toi, quels sont les traits de ta personnalité qui t'ont aidé à changer de vie ? Je crois que je suis inconsciente. Mais vraiment, j'ai toujours été comme ça. Je crois que c'est mon enfant intérieur qui est le plus présent, voilà, et que je fais les choses en général parce que j'ai envie de les faire et je réfléchis après. Ah. Voilà. Ça a l'air de marcher. Et ça marche très bien comme technique, parce qu'en fait, ça permet une espèce de confiance dans l'univers. On y va. Et alors, non, j'exagère un petit peu. Je réfléchis beaucoup plus depuis que j'ai des enfants. Je réfléchis beaucoup plus depuis que j'ai une vie plus établie et que j'ai des factures à payer. Mais j'ai toujours été un peu comme ça, quand même. Je suis assez fonceuse. Je ne sais pas si c'est de l'inconscience, mais en tout cas, je réfléchis pas trop. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais en général. Est-ce que tu as un objet qui symbolise ton changement de vie ? Un objet mes mains. C'est pas vraiment un objet, mais je pense que jusqu'à présent, je dessinais un peu, etc. Mais j'avais pas pris la mesure de tout ce qu'on peut faire, de toute cette magie qui peut opérer avec cet outil-là. Est-ce que y a des choses que tu regrettes de ton ancienne vie ? Pas du tout. Aucune. Pas du tout. Si, après, il y a des gens qui me manquent, parce qu'il y a des gens que je voyais presque tous les jours, ou en tout cas plusieurs fois par semaine. Et il y a eu quand même une période un peu difficile dans l'apprentissage, dans toute cette formation. C'est que d'un seul coup, tu te retrouves quand même seule. C'est-à-dire que tu as beaucoup de travail à la maison et d'apprentissage en ligne. Et surtout pour le CAP, il y a beaucoup de choses, de cours en ligne. Et donc, tu te retrouves quand même en télétravail forcé pendant très longtemps, alors que tu avais une vie sociale plutôt bien remplie et des trajets quotidiens, etc. Et la marche, ça me manque aussi, parce que je marchais énormément quand je travaillais à droite à gauche. Et là, je suis devenue plus sédentaire finalement. Donc ça me manque un peu. De marcher toute la journée. Je faisais peut-être 8-10 km par jour à pied avant. Ouais. Ah, tu te déplaçais quasiment à pied. Toujours, mais du coup, j'ai moins de trajets à faire. Donc voilà. Donc ça me manque un peu. C'est le côté peut-être plus mobile. Et puis les gens que je vois moins. Ouais. Et est-ce que tu utilises des acquis de ton ancienne vie dans ta nouvelle vie ? Ah oui, beaucoup. Notamment, quand en fait, moi, j'avais fait une formation tout au début quand je devais avoir 22-23 ans, j'avais fait une formation de relooking, donc morphopsychologie, etc. Donc tout ce qui est tout ce qui a trait déjà à l'ossature, à la forme du visage, à la couleur de la peau, la couleur des cheveux, etc. Donc c'est déjà quelque chose qui m'attirait. Et je m'en sers, oui, bien sûr, je m'en sers notamment pour déterminer les expressions de visage de quelqu'un, pourquoi elle a des rides à cet endroit-là, pourquoi elle va marquer plus à un endroit qu'à un autre, parce que en fait, sur un visage, on voit beaucoup le caractère de quelqu'un. Et de plus en plus, plus on le pratique ça, et plus on voit en fait quelqu'un qui sourit beaucoup, quelqu'un qui est plus triste, quelqu'un qui est très stressé, quelqu'un qui est très réfléchi. Enfin, on voit en fait même
certains événements. On peut voir si quelqu'un adore le soleil, s'il a des taches beaucoup sur le visage ou pas, s'il a beaucoup plissé les yeux, si voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on voit. Et en fait, oui, je me sers de ça. Je me, ça se fait naturellement. Je me dis pas, ah oui, j'avais appris ça, mais je. Non, mais ça nourrit Ça nourrit, ouais, bien sûr. pratique. Tu dirais qu'il est plus facile de changer de vie à 30 ans ou à 50 ans? Je pense que ça dépend des personnalités. Moi, j'ai pas eu de mal à changer de vie dans le sens que c'était très naturel pour moi d'aller vers ça et de le faire avec, avec du plaisir, en fait. Donc, je pense qu'à partir du moment où on le fait par plaisir, par envie, et non pas... ça n'a rien à voir d'être dans un travail où on se lève le matin, on n'a pas trop envie, oh non, c'est encore lundi, voilà. Alors que là, plus du tout. Enfin, du coup, 30 ou 50, ça change pas grand-chose, finalement. C'est juste une question d'envie, de plaisir, quoi. Que pourrais-tu dire aux personnes qui nous écoutent et qui rêvent de changer de vie, Un conseil? par exemple? Je dirais peut-être qu'il faudrait... Bon, il faut pas trop attendre que ce soit parfait pour se lancer. Je pense que ça, c'est un bon conseil à donner parce que sinon, on ne fait pas les choses. Et des fois, ne serait-ce que commencer à se renseigner. On n'est pas... Enfin, en fait, la transformation d'une vie, le changement, etc., ça peut déjà commencer avant. On peut déjà se passionner pour un... même en tant que hobby, on peut déjà se passionner pour quelque chose, pour une nouvelle activité, et voir avant même de se lancer dans un projet professionnel, on peut déjà voir si ça nous plaît, si ça nous convient, si ça nous correspond, et y aller à tâtons si on n'ose pas se lancer. Mais attendre qu'il y ait une rupture conventionnelle, que les enfants soient grands, que j'ai le bon montant sur mon compte en banque, etc., pour faire les choses, on ne fait jamais. Donc je pense que oui, il y a ça. Et puis se faire un peu confiance aussi, parce que il y a quand même, mine de rien, pas mal de gens qui doutent à ta place quand tu fais quelque chose, qui vont te dire mais ah bon? Mais qu'est-ce que c'est? Mais tu es sûre? Mais tu vas vivre de ça? Mais t'es sûre que ça va pas te plaire? Que tu vas pas te lasser? Que c'est pas juste une lubie? Donc il faut déjà être sûr de soi pour le vendre aux autres, quoi. Je te remercie beaucoup. Avec grand plaisir, c'était intéressant même pour moi de revenir dessus, parce que je me rends compte que j'avais pas trop fait le point. C'est vrai, on fonce, et puis d'un seul coup, là, tu m'as permis de me retourner, tu vois, de me dire, ah tiens, pas mal. Pas mal, hein? Pas mal, vraiment pas mal, bravo. Ouais. Franchement, bravo. Merci. Merci beaucoup, Marie. Merci à Marie Mordac pour sa confiance et la douceur de cet échange. Merci à Arnaud Momenceau pour la qualité et la richesse sonore de cet épisode, du travail de pro, irremplaçable. Toutes les références évoquées par Marie sont dans la présentation de cet épisode. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Comme une évidence. Cet épisode vous a plu et vous avez envie de soutenir le podcast. Vous pouvez vous abonner sur la plateforme de votre choix et déposer vos commentaires accompagnés de 5 étoiles. Ça fait vraiment la différence. Pour partager vos réflexions, vos réactions, poser des questions et même proposer des portraits, rendez-vous sur LinkedIn ou Instagram. Merci pour votre soutien.